Bonjour à tous. Je suis le directeur du Journal des Arts et j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde qui a comme ambition de faire le point sur l'état des lieux, sur les recherches de provenance dans différents domaines. Et la problématique est assez vaste puisque la recherche de provenance, ça concerne à la fois les biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également les objets collectés, je mets collectés avec d'italique pendant la période coloniale, mais également le trafic des biens culturels. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ces recherches de provenance ont démarré. Et nous avons 5 intervenants représentatifs de chacune de ces catégories, à la fois d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue marché. Je me tourne vers vous, David Zivie, parce que vous êtes le seul homme de cette table ronde. Et donc, je démarre tout de suite par vous présenter. Vous êtes haut fonctionnaire, énarque, vous avez été conseiller d'un certain nombre de ministres, et vous avez fait un rapport en 2018 que vous avez remis à Françoise Nyssen sur les restitutions, sur les recherches de MNR. Et depuis 2019, vous dirigez la mission spécialisée au sein du ministère de la Culture. Natacha Pernac, vous êtes, je me tourne vers vous, vous êtes universitaire, maître ou maîtresse de conférences à l'université de Nanterre. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'art moderne, je crois que vous avez travaillé sur la Renaissance, mais aujourd'hui vous êtes ici au titre de coordinatrice d'un diplôme universitaire de la recherche de provenance. Vous nous en direz plus tout à l'heure parce que je crois que en accompagnement de ce qui a été dit sur l'école du Louvre, il y a toute une formation académique qui se met en place et qui va venir aider la recherche de provenance à la fois dans les institutions, mais également dans le marché de l'art. Victoire Gineste, je me tourne vers vous. Vous êtes commissaire-priseur chez Christie's, vous êtes marteau, comme on dit, depuis 2010. Vous êtes rentré chez Christie's en 2011 et vous dirigez le département des inventaires, c'est-à-dire ce département qui consiste, comme vous l'avez reprécisé tout à l'heure, à faire l'expertise, la prisée de collections d'ensemble qui vous sont proposées à la vente. Sophie Salah, pardon Stéphanie Salah, pardon. Vous êtes diplomate, je crois. Vous avez été conseillère à l'ambassade de France en Algérie, à Alger, et puis au Liban. Et puis, depuis 2020, je crois, vous dirigez un pôle que je vous laisserai me préciser tout à l'heure parce que c'est une appellation un petit peu complexe. Et donc, quand je vous céderai la parole, je vous demanderai de me redire quelle est votre mission au sein de cette grande direction du ministère des Affaires étrangères. Et puis, Judith, pardon, j'aurais dû également me tourner vers vous. Judith, vous êtes galeriste, antiquaire, experte en art premier, mais également d'art asiatique. Et puis, vous êtes ici au titre de présidente depuis 2021, donc depuis un an. Pas en art asiatique, alors uniquement art premier et art océanien, voilà. Et donc vous êtes présidente de la très importante compagnie nationale des experts et vous interviendrez au titre également de présidente de cette compagnie nationale des experts. Voilà, donc j'ai prévu trois tours de table, trois discussions. La première va essayer de périodiser, si on peut dire, la recherche de provenance dans ces 3 domaines. Et je me tourne immédiatement vers vous, David Zivie, dans le domaine des biens spoliés pendant la guerre. Est-ce que, alors, naturellement, la recherche de provenance a démarré, je crois, dès après la guerre, dès après 1945. Est-ce qu'on peut périodiser la recherche? Est-ce qu'il y a des moments forts et des moments plus faibles? Oui, merci. Donc sur la question donc des biens spoliés entre 1933 et 1945 et des spoliations dont les principales victimes sont les propriétaires juifs de biens culturels, mais je veux toujours rappeler que, je m'arrêterai juste après, qu'avant les biens culturels, avant les œuvres d'art, avant les livres, il y a les spoliations concernent l'ensemble des biens de ces personnes, les biens meubles, l'immobilier, les entreprises, les comptes bancaires. Et nous nous occupons d'œuvres d'art, donc nous en parlons, mais c'est important de le rappeler. Et un chiffre ou deux chiffres qui restent assez flous, mais juste pour aussi savoir de quoi on parle. On estime toujours à peu près, c'est évidemment arrondi à 100 000 œuvres d'art volées en France ou spoliées sous différentes formes, et au moins 5 millions de livres en France volés, ce qui donne
l'échelle un peu phénoménale. Donc la question de la recherche de provenance, on peut distinguer trois grandes périodes. Une première période qui est parfois un peu oubliée, mais qui est très importante, qui est le travail fait de restitution juste après la guerre. Il y a une administration qui est mise en place entre 1944 et 1950 à peu près, et 45 000 objets sur 60 000 objets qui reviennent d'Allemagne, hors livres, sont restitués sur demande des familles. Et puis ensuite s'ouvre, je vais très vite, s'ouvre une autre période au début des années 50 qui va durer jusqu'à peu près au milieu des années 90, où en France comme ailleurs, on ne s'occupe pas tellement de cette question. Et on regarde, on a tourné la page vers 1950, on regarde vers l'avenir. Et les objets sont beaucoup moins restitués, font l'objet de moins de demandes et il y a moins de restitutions. Et on achète sur le marché des œuvres sans tellement se poser de questions. Et alors même que c'est à ce moment-là, dans les années 50-60, que vont ressurgir sur le marché, notamment les œuvres qui ont pu être volées ou vendues sous la contrainte pendant l'occupation. Et depuis le milieu des années 90, sous l'effet conjugué de plusieurs mouvements, le passage des générations, un intérêt plus important pour les questions liées à la Shoah, l'ouverture aussi d'un certain nombre d'archives après la chute du bloc soviétique, et en France tout le débat sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, débat qui est clos par le discours fameux de Jacques Chirac en 1995. Et bien, sous cet effet-là conjugué, en France et dans le monde, on s'intéresse beaucoup plus à cette question. Des demandes de familles sont déposées. Des institutions sont ouvertes, notamment en France, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Et on s'intéresse en France, dans les musées, en particulier aux œuvres MNR, Musées Nationaux Récupération, qui sont les 2000 et quelques œuvres qui avaient été sélectionnées au début des années 50 parmi les objets revenus d'Allemagne qui n'avaient pas été restitués. Et à partir de là, les restitutions de ces objets MNR ont progressé. Une sous-étape peut-être dans cette période dans laquelle nous sommes toujours, c'était il y a à peu près 10 ans, le lancement d'une recherche dite proactive. On essaye de ne pas attendre d'éventuelles demandes de famille, mais de prendre les devants en essayant d'identifier les propriétaires pour aller chercher des ayants droit. Et cela donne ses fruits. C'est un travail qui a été lancé par le ministère de la Culture et la CIVS. Et depuis 3, 4, 5 ans, on essaye d'élargir davantage encore, en ne s'intéressant pas seulement au MNR, mais à l'ensemble des œuvres des collections, parce que, évidemment, les MNR, c'est qu'une petite partie. Tous les MNR ne sont pas des œuvres spoliées. En revanche, il y a des œuvres spoliées, malheureusement, dans les collections, entrées tout à fait légalement, déjà depuis 1933 parfois, pendant la guerre et surtout depuis la guerre. Et donc, c'est un nouveau champ de recherche qui s'est ouvert aujourd'hui et qui concerne, évidemment, les collections, mais les acquisitions d'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse sans doute beaucoup le public aujourd'hui, puisque l'idée, c'est aussi d'éviter d'ajouter de nouveaux problèmes dans les collections publiques. D'accord. Et vous me disiez que vous étiez à une conférence à Prague ce week-end ou la semaine dernière avec une déclaration qui venait réaffirmer un engagement mondial dans la matière. Oui, alors en fait, il y a la grande étape, et c'est un des principes qui sont connus, je crois, qui doivent l'être, notamment des acteurs du marché, sont les principes de Washington. Donc 45 États qui ont adopté un texte de bonne volonté, mais 45 États, dont la France, selon lequel on doit écouter les familles, ouvrir les archives, faire des recherches et trouver une solution juste et équitable en cas de difficulté. Et il y a eu 2 autres textes, dont un texte adopté lors d'une conférence à Terezín, près de Prague, la ville du camp de Theresienstadt, et en 2009. Et donc il y avait une sorte de point d'étape organisé par la République tchèque sur la présidence de l'Union européenne en ce moment, où les pays ont fait un peu le point sur leurs engagements, sur leurs projets. Ça ne concerne pas que les œuvres d'art, c'était vraiment l'ensemble des spoliations antisémites de la guerre. Et voilà, on voit qu'on avance lentement, qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'était un point assez important. Mais on avance, et il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup à faire aussi, j'en ai conscience. Je me tourne vers vous, Natacha Pernac, dans le domaine des objets collectés pendant la période coloniale, donc encore une fois une appellation un peu large. Il me semble qu'il y a quand même nettement moins de textes qui structurent et qui jalonnent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en la matière? Si vous me permettez juste une petite incise avant, j'ai un
j'incarne un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Certains d'entre vous, que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui, travaillent sur ces sujets depuis déjà un certain temps. Mais effectivement, dans le champ des spoliations de la période coloniale et de tout ce qui concerne les mouvements d'objets, les questions de terminologie sont importantes et complexes. C'est un sujet sans doute sur lequel l'épistémologie de l'activité n'a pas encore été tout à fait écrite. Donc le maillon que j'incarne, celui finalement des universitaires, se sont mis au travail de manière un petit peu plus récente dans ce champ. Alors évidemment, le discours d'Ouagadougou, on en parle comme un tournant, et notamment en raison de la publication du rapport Sarr-Savoie en 2018. 2018, hein. Voilà, mais ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler évidemment que ce débat-là sur les circulations, c'est un débat qui est très ancien. Qui est très ancien Qui est très ancien, oui, qu'on retrouve déjà chez Quatremer de Quincy en 1796 ou chez Victor Hugo concernant le palais d'été en 1861. La question de l'intérêt de l'histoire de l'art de notre discipline pour les questions d'historique, c'est aussi une question ancienne. Je crois qu'on peut aussi la faire remonter aux sources de l'histoire de l'art et à Vasari. Et là, je parle de manière beaucoup plus large. L'intérêt sur l'histoire des œuvres, pour l'historique des œuvres. Évidemment, dans le champ, il y a quelque chose qui est important, c'est ce passage finalement d'un sujet politique qui était celui des réparations de la période coloniale, son passage dans le champ scientifique sous l'angle de la recherche de provenance, qui est un phénomène assez récent. Donc on a évoqué l'apport du rapport de Bénédicte Savoie et de Felwine Sarr. Ce qu'on peut signaler aussi, que je trouve intéressant, évidemment, il y a eu le moteur des recherches sur les spoliations de la Seconde Guerre mondiale, et on voit en fait institutionnellement comment aussi ces champs se sont petit à petit aussi rencontrés. J'avais pris quelques dates tout simplement. Alors en 2016, la Suisse aussi a lancé l'édition de guides sur la recherche de provenance. Les musées allemands se sont lancés aussi assez rapidement sur cette question. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que c'est en 2018 également que le Deutsches Zentrum Kulturgut Verlust, donc le centre allemand des biens culturels disparus, a intégré aussi, donc il a été créé en 2015 à partir et partant d'autres structures qui étaient un peu plus antérieures, mais à partir de 2018, il est devenu aussi, il a intégré un champ sur le patrimoine extra-occidental. Donc il y a eu aussi conjonction de ces recherches, aussi publication de guides dans ce champ, et on voit aussi d'un point de vue institutionnel, alors que ce soit en Suisse dès 2016 précisément, des aides financières qui vont être octroyées en 2016-2021 par l'Office fédéral de la culture en Suisse pour la recherche de provenance. On a également, à partir de 2018 aussi, un certain nombre d'annonces budgétaires en Allemagne qui vont se multiplier. Notamment de la ministre de la Culture Monika Grütters qui va faire des déclarations en ce sens et qui va allouer successivement plusieurs enveloppes budgétaires à cette question. En Belgique également, il va y avoir aussi une volonté politique qui va lancer aussi et accompagner ces recherches de provenance, et on le sait en lien aussi avec la refonte en particulier du musée de Tervuren devenu Africa Museum. Voilà, ce sont des choses importantes. Et un autre rapport qui est peut-être un petit peu moins connu, qui a été édité en 2021 en lien avec ICOM Belgique, le rapport de Catherine Dammers et Sarah Van Beurden, qui préconise aussi en Belgique d'engager des chercheurs spécialisés dans ces champs-là, de créer un institut de recherche de provenance indépendant et interdisciplinaire, avec une composante aussi internationale et transnationale. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui se sont développés dans ce champ-là, et toutes ces équipes qui s'étaient mises à travailler ensemble se sont aussi progressivement constituées de réseaux. Elles sont devenues associations aussi, entre 2000 et 2014, autour de l'Arbeitskreis Provenance-Forschung, pardon de mon allemand. Et donc il y a eu effectivement aussi des politiques, notamment dans le monde germanophone, de recrutement d'enseignants-chercheurs dans les universités, ce qui ne s'est pas encore fait sous cet angle-là en France. Mais on voit aussi se constituer dans les musées un retour sur ces questions. Je pense en particulier à certaines institutions. Alors, il se trouve que cet été, j'ai eu l'occasion en Allemagne de voir un certain nombre de musées qui ont
consacrer au sein de leur parcours de visite une salle, voire plusieurs, dédiées spécifiquement à l'histoire des collections et à ce qui s'appelle parfois l'éthique du musée. C'est le cas par exemple à Darmstadt, mais ailleurs. Et on en arrive aujourd'hui aussi à des actions de médiation vis-à-vis des publics qui sont de plus en plus avancées. Il y a aussi par exemple une expérience qui a été faite cet été et qui se poursuit, je crois, au musée, excusez-moi, de Stuttgart, qui a inventé par exemple un jeu d'enquête. Alors le mot de jeu est peut-être pas très bien choisi, mais une enquête autour de cette recherche de provenance en s'appuyant sur les apports des nouvelles technologies et de la réalité virtuelle. Donc le spectateur, le visiteur peut lui-même s'entraîner, si j'ose dire, à une recherche de provenance. Donc on voit que très rapidement ces choses-là se sont beaucoup installées et aussi du point de vue des formations universitaires, en partant en particulier du monde germanophone et dans une moindre mesure du monde anglo-saxon. Enfin, les dates que vous évoquez, 2016-2018, ça reste quand même un sujet récent par rapport à ce que décrivait M. Zivie sur les MNR. Oui, alors il y a eu sans doute des débats. Alors les débats sur les restitutions de la période coloniale sont des débats qui sont beaucoup plus anciens. Hein. Les discours à l'UNESCO remontent à 1978, au moment aussi avant des indépendances. Souleymane Bachir Diagne rappelait il y a quelques semaines au Musée de l'Histoire de l'Immigration que les festivals qui se sont déroulés aussi dans les années 60 au Sénégal, puis au Nigeria, ont eu aussi un rôle important pour placer ces débats sur la scène, la question d'une juste et d'une équitable répartition des œuvres et des productions artistiques. Mais effectivement, l'intégration comme discipline de recherche dans le monde universitaire, de manière institutionnelle, est encore en construction. À construire. Stéphanie Salah, on va revenir au discours du président, mais peut-être préciser quelle est votre fonction au ministère des Affaires étrangères. Vous m'entendez ? Peut-être prendre le deuxième micro. Là, c'est bon. Oui, c'est très bien. Oui, allez-y. Très bien. Oui, donc je suis chef de pôle archéologie, patrimoine et sciences humaines et sociales dans la direction qui a été rebaptisée cette année la direction de la diplomatie d'influence au sein de la direction générale de la mondialisation au ministère. Donc c'est trois choses, mais qui sont assez liées en fait. Les sciences humaines et sociales, c'est en fait avec le CNRS et le MESR, nous avons la tutelle des instituts de recherche à l'étranger. Nous en avons 27 dans le monde et il y en a un certain nombre qui ont une spécialité d'archéologie. Donc j'arrive à la deuxième partie de mon portefeuille qui est les missions archéologiques à l'étranger, puisque le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères conduit chaque année la commission des fouilles et nous avons 162 missions archéologiques à l'étranger. Donc on finance un certain nombre de missions dans le monde entier. Ça a été très longtemps comme ça et depuis quelques années, donc, nous avons aussi le volet patrimoine qui s'est renforcé puisque d'une part, je vais y revenir avec la question des restitutions des biens pris dans un contexte colonial, mais aussi les demandes de valorisation faites autour des missions archéologiques. C'est un de nos portefeuilles qui a beaucoup évolué. Alors, on traite des questions de restitution, on traite des questions de lutte contre le trafic de biens culturels en lien avec d'autres ministères. Sur les questions de restitution, nous, au ministère, le tournant, ça a vraiment été le discours de Ouagadougou et le rapport Savoie-Sarr, puisque, en fait, dans la doctrine française, les restitutions se font d'État à État. Donc, les demandes de restitution arrivent officiellement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et suite à ça, il y a une instruction en lien avec le ministère de la Culture. Donc la question de recherche de provenance est posée évidemment de manière importante quand on a vu toutes ces demandes qui sont arrivées, puisque c'est un élément important de savoir dans quel contexte ont été pris ces objets. Et donc nous, ce qui est important vu du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est que cette question doit être vue aussi en lien avec les pays demandeurs et doit servir à développer les capacités dans les pays demandeurs. La deuxième chose, c'est que, en lien avec le discours de Ouagadougou, la restitution n'est pas l'alpha et l'oméga, mais doit s'accompagner d'une politique d'accompagnement, de développement de la coopération patrimoniale. Donc, on a eu tout un certain nombre de projets qui se sont mis en place dans les pays, à travers des outils du ministère. Je ne vais pas vous donner les acronymes barbares, mais c'est des enveloppes projets
qui permettent d'amorcer des projets plus importants, où derrière, on a l'Agence française de développement qui vient en appui. Je pense au projet Abomey, par exemple, le musée qui doit être créé et où doivent revenir les objets qui ont été rendus au Bénin. Donc on a tout un certain nombre de projets comme ça, dans lesquels il y a un volet patrimonial, mais aussi un volet formation. Et dans la formation, il y a la formation des professionnels, mais aussi la formation des étudiants, etc., et aux questions de recherche de provenance. On a aussi un autre outil, qui est l'outil expert technique international. Donc là, ce sont des experts qui sont déployés dans les pays, à la demande des pays. Et donc là, il y en a un qui a été déployé aussi au Bénin, à l'École du patrimoine africain, pour développer les formations des professionnels africains. Sur les recherches de provenance, on a aussi, nous, au ministère, on essaye de mettre en place un projet de bourse, en lien aussi avec le ministère de la Culture, pour avoir un dispositif qui complète ce qu'offre déjà le ministère de la Culture, qui pourrait venir former des professionnels africains sur les recherches de provenance, notamment dans les cycles universitaires, etc. Oui, le dernier point que je voulais évoquer, vu du ministère, c'est qu'on voit que ces recherches de provenance, c'est quelque chose qui est assez coûteux, et c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays européens. On a fait, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, ce qu'on appelle un Senior Official Meeting. Donc c'est une rencontre entre les directeurs de la culture du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et les directeurs des Affaires étrangères des ministères de la Culture de tous les pays européens. Et il y avait un volet sur les restitutions. Et en fait, tout le monde a pris la parole, tous les pays européens ont pris la parole pour dire qu'ils étaient confrontés aussi à ces questions-là. Il y avait l'Allemagne, la Belgique, bien sûr, mais d'autres pays. Et donc, ce que nous, on aimerait lancer comme réflexion, en lien aussi avec le ministère de la Culture, c'est une réflexion européenne pour avoir un mécanisme européen de recherche de provenance. Il y a un amorçage de notre côté en franco-allemand, puisqu'on a créé un expert technique international placé auprès des musées allemands, mais qui, dans sa feuille de route, a travaillé avec l'Allemagne sur ces questions de recherche de provenance. D'accord. Voilà. Alors, ne voyez pas malice dans ma question, mais comment s'articule votre service avec la mission de Jean-Luc Martinez, qui est par ailleurs ambassadeur thématique en charge du patrimoine et, je crois, des restitutions. Oui, tout à fait. Peut-être. Bien, nous travaillons avec l'ambassadeur Martinez, bien sûr. Et donc, lui, il a été missionné sur notamment la rédaction d'un rapport qui doit mener à la rédaction d'une loi cadre sur les restitutions de biens culturels pris dans un contexte colonial, puisque le président de la République, lorsqu'il a remis les biens au Bénin, a dit qu'on voulait s'orienter vers une loi cadre sur les restitutions de biens pris dans un contexte colonial. Par ailleurs, l'ambassadeur Martinez est aussi missionné sur les questions de développement de nos relations patrimoniales avec un certain nombre de pays. Donc, il fait un certain nombre de missions dans les pays notamment demandeurs de restitution, mais pas seulement. Et il nous apporte une expertise sur les projets de développement patrimonial, que ce soit par l'Agence française de développement ou par nos outils propres au ministère. Donc on travaille avec M. Martinez. Parfait, merci. Judith Schoffel de Fabri, je me tourne vers vous. Vous êtes ici l'antiquaire et l'experte, donc en art premier, en art océanien. Je ne vais pas vous demander de jalonner l'histoire de la recherche de provenance pour les biens collectés pendant la période coloniale, mais quand on a préparé un peu cette discussion, vous me disiez, ça m'a beaucoup intéressé, qu'au fond, la plupart des objets étaient sortis d'Afrique, on va rester en Afrique, après la période coloniale. Oui, ça marche, oui. La plupart des objets sont sortis juste avant les indépendances et après les indépendances par des marchands africains qui venaient en France eux-mêmes, et évidemment quelques marchands européens et américains qui travaillaient avec eux. Ça s'explique aussi par la perte du culte sur place, qui est remplacé par le christianisme et les musulmans. D'ailleurs, les marchands africains sont en majorité musulmans, et ils ont laissé partir les objets qui permettaient de commercer avec l'Europe et de rapporter un petit peu d'argent à l'Afrique. Donc c'était vraiment un commerce après les indépendances. Pour ce qui s'est passé avant, c'était plutôt de la découverte, parce qu'il n'y avait pas encore un marché mis en place. Après, je pense que dans la recherche par rapport au musée, les prises de guerre sont assez visiblement faciles à prouver, mais à documenter, parce que tout ce qui est militaire est très documenté.
Mais on dit que dans les musées, il n'y aurait que 1 à 2% du fonds des musées qui seraient des délits de guerre, à proprement parler. Voilà. Alors, j'en profite pour faire une petite interruption. Il y aura la possibilité pour, peut-être pas chacun d'entre vous, mais un certain nombre d'entre vous, d'intervenir au cours d'une séance de questions et réponses, parce que j'imagine bien combien tous les sujets que nous abordons ici peuvent susciter de réactions ou de questionnements. Merci Judith. Victoire Ginès, donc commissaire priseur chez Christie's, vous revient un petit peu la redoutable tâche d'essayer de jalonner la recherche de provenance sur les biens archéologiques. Je vais vous donner un micro. Est-ce que... Alors, il y a eu ces interpellations spectaculaires en 2020 de commissaires-priseurs, d'antiquaires, dans le cadre de un trafic d'objets sortis illégalement de pays en conflit. Voilà, on va pas donner de nom, donc c'est rentré dans l'actualité de manière assez massive. Mais je pense que ces sujets-là ne datent pas de 2020. En tout cas, vous, chez Christie's, vous l'avez expérimenté bien avant 2020. Oui, tout à fait. Je vous remercie de me donner la parole au nom des maisons de vente que j'espère que je vais représenter le mieux possible. Et je parle pour nous tous en tant que professionnels, effectivement, du marché de l'art. Je pense qu'on a tous à cœur, avant tout, de défendre un marché très légitime et transparent. Du fait de nos ventes publiques, c'est aussi une garantie, enfin voilà, d'offrir quelque chose de plus transparent possible. On collabore tous énormément avec le Conseil des ventes volontaires, le Conseil des maisons de vente. On a tous à cœur aussi d'interagir avec le CBC, Interpol ou l'UNESCO. Alors c'est vrai que chez Christie's, on est une maison de vente internationale, on a mis des choses en place à un niveau international et il y a eu une accélération effectivement depuis les années 2000, autour des années... Vous dites c'est autour des années 2000 l'accélération. Oui, alors je parle des années 2000, j'étais pas encore commissaire-priseur, je le reconnais 2010. À cette époque. Voilà. Mais en tout cas, on a, nous, par exemple, alors si on parle avant tout des biens spoliés, on a mis en place un département restitution à ce moment-là, entre les années 2000-2002, qui est un département qui aujourd'hui a des représentants à la fois à Bruxelles, à Londres, à Vienne, à Berlin et à New York. Donc voilà, c'est une équipe qui est répartie à l'international et qui permet, quand on a des interrogations, des doutes, de faire des recherches plus approfondies en s'appuyant sur une équipe qui a accès effectivement à des archives localement dans ces pays-là et puis plus largement aussi avec tout ce qui a été numérisé depuis les années 2000. Je pense que c'est important de dire aussi que, en tout cas, nos clients, depuis l'avènement d'Internet et de la numérisation, ont pu eux-mêmes commencer à échanger des données ou s'interroger sur les provenances. Et ça a été aussi un accélérateur de questionnement de la part du public parce qu'ils avaient accès à davantage de données qui étaient plus facilement accessibles que des bibliothèques ou des choses peut-être plus pour les initiés. Donc je pense qu'il y a eu ces moments forts effectivement aussi avec l'arrivée d'Internet. D'accord, donc vous datez l'accélération des années 2000. Est-ce que vous avez mis en place chez Christie's des protocoles? Alors, vous avez évoqué rapidement les biens collectés, les biens spoliés, pardon, 33-45. Est-ce que vous avez mis en place chez Christie's des protocoles pour les biens archéologiques issus de fouilles sauvages et sortis illégalement, qui est un des enjeux importants, on le sait aujourd'hui? Bien sûr, oui, alors tout à fait. Nous, il y a quelque chose qu'on consulte et énormément, c'est les listes rouges de l'ICOM. Qui pour nous sont vraiment voilà, je dirais l'illustration de ce qu'il ne faut pas présenter ou ce qui sont les objets les plus vulnérables au trafic illicite et au vol. Liste rouge, oui. Ouais, liste rouge de l'ICOM. Voilà, donc, et puis évidemment, dès qu'on ne peut pas retracer une provenance, dès qu'il y a un doute manifeste, on va faire des recherches approfondies et si on pense que le bien ne peut pas être présenté, il ne sera pas présenté aux enchères. L'ensemble de nos catalogues, en plus, sont soumis au Art Loss Register, sauf les catalogues de vin, je le signale. Mais donc, du coup, dès qu'il y a un doute, on va effectivement, ou dès qu'il y a une contestation, on va toujours aller étudier le fondement de la contestation et si on pense que la contestation
est fondée, on pourra, même après la publication d'un catalogue, retirer un lot avant la vente pour pouvoir mener des recherches approfondies. Mais, pardon d'être un peu concret, Victoire. Quand quelqu'un vient avec un objet archéologique irakien ou égyptien, est-ce que vous demandez, un vendeur vient pour le mettre en vente, est-ce que vous demandez systématiquement une documentation, un certificat quelconque? Est-ce qu'il y a des règles aujourd'hui chez Christie's France? Oui, alors concrètement, effectivement, donc je vous dis, avant tout, on consulte la liste rouge de l'ICOM, ça c'est la base, et donc on exclut un certain nombre de biens à la vente à partir de là. Ensuite, on recherche effectivement une provenance, et on essaie de remonter. Donc selon les pays, on a des dates clés qui correspondent à la fois aux lois, aux réglementations en vigueur, aux conventions bilatérales qui ont pu être passées avec des pays, et on va toujours retracer la provenance jusqu'à une date. Alors pour certains pays, ce sera 2000, pour d'autres les années 80, pour d'autres encore antérieurs. Et quand vous dites on, c'est qui on? C'est toutes nos équipes d'experts à l'international, et on n'hésitera pas à faire appel aussi à donc on a un réseau à la fois interne d'experts basés dans l'ensemble des Christie's, des sites de Christie's dans le monde, et également le réseau externe en faisant appel à des experts indépendants ou des comités quand on estime que, enfin voilà, on peut avoir une réponse enrichie par l'extérieur. Mais effectivement, avant tout, on s'appuie sur nos ressources en interne. Sur vos propres experts ou oui. Spécialistes, ça dépend des appellations dans les maisons de vente. Mais enfin, on l'a bien vu avec l'affaire à France Museum, c'est très complexe de faire une provenance, c'est très complexe d'identifier si un certificat est authentique ou pas. Alors, je sais bien que les experts de Christie's sont brillants, mais malgré tout, ça demande beaucoup d'expertise et de compétences particulières. Non, tout à fait, et c'est pour ça que, enfin, nos ventes se réduisent aussi sur un nombre d'objets sur lesquels on a vraiment matière à penser que la provenance est licite et traçable. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été illustrées. On utilise aussi évidemment tout ce qui est documenté au point de vue des collectionneurs, des galeries. Les archives de galeries sont une aide importante pour pouvoir retracer au plus tôt l'histoire d'un objet. Je vais vous mettre sur le gris à votre tour, Judith, sur justement ces recherches de provenance des biens collectés. Vous me disiez, quand on a préparé encore une fois, qu'il n'y a pas beaucoup de documents, il n'y a pas beaucoup de textes qui permettent de retracer la façon dont ces objets ont été collectés. Alors, comment vous faites? Alors, dans les musées, je pense qu'il y en a beaucoup, donc c'est beaucoup plus facile. Chez nous, c'est beaucoup plus difficile. Les provenances sont restées assez secrètes aussi parce que la plupart des marchands ne voulaient pas donner leurs sources pour tarir leurs sources. Donc aujourd'hui, on a du mal à retracer pour certaines. Néanmoins, il y a des marchands connus comme Charles Raton, ils avaient des registres avec des numéros. Il y a quand même des marchands qui numérotaient leurs objets. Dans le livre que j'ai amené, là, il y a beaucoup d'Anglais qui, au début du siècle, numérotaient et avaient un registre. Néanmoins, on a rarement de photos et on n'arrive pas parfois à pouvoir concilier l'objet et la photo. Donc c'est très compliqué pour nous d'avoir une traçabilité certaine. Ça arrive quand même, mais c'est beaucoup plus flou. Alors, je vais vous demander un chiffre, mais c'est vraiment au doigt mouillé approximatif sur rassurez-vous, sur les objets qui transitent chez vous. Combien ont une documentation un peu sérieuse sur le mode d'acquisition? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre, j'en ai aucune idée. Sans compter le fait que la plupart des objets qui sont sortis dans les années 60 et plus tard d'Afrique sont pour cela quasiment jamais documentés parce que les Khmer, Kershach, etc. ne voulaient pas tarir leurs sources, donc on a peu de documentation là-dessus. On le sait parfois, parce que c'est écrit dans le registre, mais la preuve certaine ne peut être apportée, je pense. D'accord. Les têtes noques. Alors là c'est un autre sujet, on est bien d'accord. Ce sont des objets archéologiques qui viennent du Nigeria, c'est ça? Ouais. Et je crois que le commerce est strictement interdit. Est-ce qu'on peut faire un point? Alors déjà, le Nigeria est le premier pays à avoir réclamé, et il y a la commission Unidroit, et sur les têtes noques, l'archéologie.
Donc moi, personnellement, je n'ai jamais fait d'archéologie, je n'en fais pas, je n'en ferai pas. D'accord. Bon, c'est clair. Alors David Zivie, le sujet des objets 33-45, on va les appeler comme ça, est un petit peu plus simple parce qu'il y a quand même un cadre légal. Hein. Vous me disiez qu'il y a une loi, c'est ça, je reprends mes notes, qui fait en sorte que les biens volés pendant la guerre protègent les propriétaires spoliés. C'est bien ça ? Alors c'est un peu. J'ai mal compris. Non, c'est ça ne couvre pas l'ensemble des situations. Je pense que vous faites référence à l'ordonnance de 1945, une ordonnance du 21 avril 1945, qui permet aux spoliés ou à leurs descendants aujourd'hui de faire annuler par un juge l'acte spoliateur intervenu en France pendant l'occupation. Et donc l'acte initial de spoliation étant annulé, la propriété, quelle qu'elle soit, quel que soit le propriétaire, tombe automatiquement et le bien doit être restitué et restituable sans compensation pour son détenteur, ancien propriétaire, aux ayants droit du spolié. Je pense que ce sera évoqué. Il y a Maître Hershkovitch qui est ici et qui connaît mieux que nous ce texte, mais on le connaît aussi assez bien. Il a été appliqué à la fois à des propriétaires privés récemment et à des propriétaires publics, État ou collectivités territoriales. Donc on a ce texte qui ne couvre pas toutes les situations, et notamment pas le cas des œuvres qui ont été spoliées à l'étranger, en Allemagne, en Autriche, ailleurs, et qui seraient aujourd'hui en France, pardon. Mais c'est évidemment un texte important. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des textes qui ne sont pas du droit dur, comme on dit, mais des conventions, des engagements internationaux pris par un certain nombre de portée pays. Symbolique, morale. Et par ailleurs, il y a des engagements politiques qui ont été pris donc, depuis une vingtaine d'années. Il y a ce tournant dont on parlait tout à l'heure et qu'on retrouve un peu partout, fin des années 1990, avec en France sur la question 33-45, ce que l'on peut appeler une politique de réparation des spoliations, si tant est que le mot réparation peut vraiment avoir un sens, avec notamment la création de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Trois membres de la commission sont ici aujourd'hui. C'est important de le rappeler parce que, évidemment, sur les œuvres spoliées, on est attendu, collection publique, on doit faire la lumière sur l'origine des œuvres qui sont dans les collections, mais beaucoup de ces œuvres spoliées, j'ai évoqué quelques chiffres tout à l'heure, sont quelque part, sont dans la nature, sont chez des gens et sont sur le marché parfois. Et donc, tant que ces œuvres ne sont pas retrouvées, restituées, l'État peut, et continue de le faire, par le biais de la commission, indemniser les familles des spoliés. Et si on retrouve une œuvre, l'œuvre peut être restituée. Donc toute cette question de recherche ne concerne évidemment pas que les collections publiques, mais également tout ce qui circule aujourd'hui encore sur le marché. Alors, vous me disiez qu'on est aussi un petit peu, que cette recherche est un peu aidée parce que contrairement à Judith, il y a des bases qui existent aujourd'hui. Oui, alors elle est aidée. Juste un mot pour dire, notamment par exemple sur les œuvres MNR, Musée national de récupération, il y a un certain nombre de chercheurs aussi dans la salle qui savent bien de quoi on parle. Il y a beaucoup d'œuvres, ce qui nous paraît toujours étonnant, mais dont l'existence, des œuvres du 18e, du 17e, dont l'existence publique, scientifique, en fait, n'existe pas. Justement, l'existence apparaît en 41, en 42, en 43, par une transaction à Paris, un achat d'un marchand allemand bien souvent, et on ne retrouve pas, on n'a pas d'éléments de publication, ou alors très anciens, 100 ans avant, et ce qui nous empêche de savoir qui est le propriétaire. C'est tout l'objet des recherches, qui est le propriétaire en 1940. Mais c'est vrai que, par ailleurs, il y a un certain nombre de bases de données, beaucoup d'archives. Tout n'a pas été archivé, mais dans certains cas, certaines spoliations ont été documentées par les spoliateurs allemands eux-mêmes, et je pense notamment au service ERR, l'état-major du dirigeant du Reich, Rosenberg, avec des archives bien connues pour les chercheurs qui les utilisent, et j'espère bien connues des marchands et des experts. Donc une base ERR Project. Il y a une autre base aussi, c'est sans doute une des premières à regarder. La deuxième ou l'autre première à regarder, c'est le répertoire des biens spoliés. C'est une liste des d'œuvres demandées par des familles après la guerre, œuvres qui n'avaient pas été réclamées, pas encore restituées en 1947. Donc c'est une publication qui est faite à ce moment-là. Il n'y a pas tout, évidemment, mais voilà, on a quelques cas récents. Je ne dirais pas de nom, et les torts sont multiples, mais d'œuvres qui figuraient dans ces bases-là et qui ont été achetées ou qui ont failli être achetées
par des acheteurs privés ou publics. Donc il y a des éléments. Et il y a de plus en plus d'archives numérisées, mises en ligne. On peut penser à une base allemande Lost Art avec un certain nombre d'enregistrements. La base, je m'arrêterai, je ne vais pas toutes les citer, la base qui s'appelle Tableau et Dessin qui a été mise en place par la CIVS, justement toutes les œuvres qui ont été signalées à un moment ou à un autre depuis 20 ans comme spoliées. Et nous essayons d'ailleurs maintenant de présenter ces bases sur le site du ministère de la Culture, le site de la mission, comme outil de travail également. Donc je retiens également que là, il y a des outils, alors que je me retourne vers vous, Stéphanie Salat, dans le domaine donc, des objets collectés, tout est à faire, et vous me disiez que finalement les moyens étaient assez limités, et que c'est des recherches qui sont très coûteuses pour les musées, là, si on s'intéresse aux musées, et je vous en prie. Juste sur les biens archéologiques, je voulais juste rebondir parce que je vous disais qu'on avait 162 missions archéologiques à l'étranger. Les phénomènes de pillage, c'est un phénomène que nos missions archéologiques voient beaucoup. Alors il y en a certaines qui font des actions de sensibilisation dans les pays, qui font de l'information. Et je pense aussi qu'on essaye d'aider les pays à mettre en place des cartes archéologiques. Alors ça, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut aussi aider. On l'a fait notamment en Irak. Pour certains sites, on l'a fait en Amérique latine, en Afrique, il y a des projets en cours de cartographie. Et on essaye de soutenir aussi un certain nombre d'acteurs qui aident à mettre en place ces cartes et à mettre en place une bonne sensibilisation au niveau des États. Sur les moyens, mais ça c'est quelque chose que tout le monde sait, la recherche de provenance est assez coûteuse, on n'a pas tellement de moyens. Le ministère de la Culture a fait des efforts en mettant certains référents sur la recherche de provenance dans des musées qui étaient très exposés aux demandes de restitution notamment, le musée du Quai Branly. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est long, comme vous dites, la documentation n'est pas toujours complète, etc., qui est assez complexe. Donc ce que je disais, c'est que l'idéal, ce qui serait aujourd'hui, ce qui est souhaité, qui fait partie des recommandations, ça serait d'essayer de mettre en place une dynamique européenne, puisque tous les pays européens, pas tous, mais enfin une grande partie aujourd'hui sont confrontés à des questions de demande de restitution. Je pense à l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Pour avoir des outils communs avec des moyens un peu plus conséquents pour faire de la recherche de provenance. Donc nous, des outils communs, qu'est-ce que ça ça pourrait être des appels à projets européens pour mettre en place des réseaux pour faire de la recherche de provenance. Je pense à ce type de mécanisme. Je n'ai pas en tête tous les mécanismes européens, mais je pense que ça serait déjà un bon début. Nous, on a essayé de l'amorcer par une discussion en franco-allemand sur la question, avec cet expert technique international qui a été placé auprès de la Fondation des musées allemands, dont une partie de la feuille de route sera de travailler avec les musées allemands sur ce sujet-là. Il y a une initiative allemande qui est le Museum Lab aussi, qui est la formation des professionnels de musée sur ces questions. Nous, on va mettre en place des bourses pour des professionnels et pour des étudiants plutôt africains pour travailler sur ces questions-là et d'autres en fonction de leur intérêt. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un réseau très important avec nos postes à l'étranger qui peuvent capter aussi les besoins sur place. Donc à travers ces postes, on pourra mettre en place cette initiative. Et l'idée, ça serait aussi d'avoir un segment en lien avec l'Allemagne pour continuer à travailler, pour avoir cette dynamique et essayer d'agréger d'autres pays européens dessus. J'ai posé une question un petit peu naïve, s'agissant des objets collectés en Afrique. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer deux situations? La situation comme on l'a vécue, où c'est une forme de pillage, les biens qui ont été restitués au Bénin, et puis ce que décrivait Judith tout à l'heure, c'est-à-dire des objets qui sont collectés, vendus par un certain nombre de marchands ou d'intermédiaires, dans un cadre qui est tout à fait... j'allais dire légal, non, parce que le mot est peut-être un petit peu excessif, mais qui paraît plutôt normal. Et ma question est la suivante, est-ce que vous êtes d'accord avec cette séparation? Et par ailleurs, est-ce que la première étape ne consisterait pas à avoir une documentation historique des œuvres qui auraient été, des contextes de bataille qui auraient contextualisé des pillages de biens, et dans ce cas, qui seraient sortis illégalement d'Afrique? Est-ce qu'il y a une histoire de la colonisation en lien avec les objets? Ça, c'est une question aussi pour les chercheurs, pas uniquement pour moi, mais la documentation, je pense que parfois, elle est partielle, en fait. Elle n'est pas totale, elle a pu être détruite aussi. Donc voilà. Mais sur le cadre légal, puisque vous étiez sur le cadre légal français, le cadre légal aujourd'hui est que pour chaque restitution de biens culturels pris dans le contexte colonial, il faut une loi d'espèce
pour déroger au principe d'inaliénabilité, pour le sortir des collections publiques, exactement. Et l'idée qui est en cours d'étude, c'est de faire une loi cadre qui mettrait en place des critères de restituabilité des objets, c'est-à-dire le contexte dans lequel il a été pris, enfin tout un certain nombre de critères, et tout ça est en discussion. C'était l'objet de la mission de l'ambassadeur Martinez notamment, avec l'idée d'avoir cette loi cadre qui permettrait de rendre les restitutions, quand elles rentrent dans les critères, plus simples que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a aussi, derrière le discours de Ouagadougou, où on parle beaucoup des restitutions, mais ce n'était pas uniquement le but des restitutions, il y avait l'idée de la circulation des œuvres aussi. Pouvoir rendre les œuvres visibles en Afrique, pas seulement par la restitution, mais aussi par des expositions, par la circulation plus automatique des œuvres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles nous on travaille de notre côté, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec la coopération qu'on met en place avec ces pays. Alors, cette loi cadre, alors je sais que vous en direz deux mots, David Zivi, tout à l'heure, sur une loi cadre pour les objets, les biens 33-45, mais sur les objets contexte colonial, je crois qu'il y a une forte opposition au Sénat, hein, il me semble. Les sénateurs ne sont pas tout à fait d'accord avec cette loi cadre, hein, ils préfèrent des lois ad hoc, mais si je comprends bien, cette loi auquel vous participez à la rédaction va consister à définir des critères qui va permettre de définir tel type d'objet sorti de telle période et sorti illégalement. Donc il y aura bien un référentiel historique alors qui va devoir être rédigé. Tout ça, c'est pas encore rédigé. La loi cadre est en cours. Là, il y a un rapport qui est en train d'être rédigé par M. Martinez, qui doit être regardé par le président de la République. Et qui va sortir quand ? Le rapport n'a pas encore été rendu. Il devait être rendu d'ici la fin de, je pense, dans cette période-là, fin de l'automne. Donc il y a un rapport qui va être rendu, qui présentera les critères. Mais moi, je ne les connais pas, les critères. Le rapport est en train d'être rédigé. Donc, on invitera Jean-Luc Martinez qui fera un commentaire de son rapport. Alors, je vous voyais un petit peu bondir, en tout cas avoir envie de réagir. Natacha, peut-être revenir deux mots sur cette séparation un peu brutale que j'ai pu faire sur les objets sortis dans un contexte de pillage et puis d'autres qui ont été vendus. Et puis on va arriver à votre initiative très intéressante qui est celui du diplôme universitaire de Nanterre. Je vous cède la parole. Merci. Non, c'était simplement pour renchérir en fait sur ce que disait Madame Sala. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place, certains qui se sont déjà mis en place à l'échelle européenne et en collaboration avec les pays sources. Il y a un programme que vous évoquiez tout à l'heure du ministère de la Culture qui permet la venue de professionnels africains en particulier pour travailler sur les collections. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a aussi en région, il faut le signaler, des initiatives. On peut penser au musée d'Angoulême qui travaille de manière rapprochée avec le Cameroun, etc. Mais il y a aussi des projets qui existent à l'échelle européenne et avec ses partenaires africains. Je pense en particulier à l'initiative autour des bronzes du Bénin, donc avec le Nigeria et le British Museum, qui ont essayé de travailler déjà depuis un certain temps sur ces problématiques de circulation, potentiellement avec la question de la création d'un musée. Et ça, c'est plus qu'une potentialité, c'est quelque chose qui va se faire. Et puis aussi avec un volet digital, un volet numérique pour mettre à disposition donc ces éléments qui sont éparpillés à destination d'un public très très large. Donc ces choses-là sont en train de s'organiser. À Nanterre, il y a aussi un projet qui est en train de se monter autour des collectes ethnographiques, en particulier, pour faire travailler. Alors, il y a une douzaine de partenaires européens, allemands, polonais, etc., qui travaillent avec des collègues qui sont au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, en Éthiopie, etc. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se construire. Ça prend du temps, c'est souvent assez complexe, pour différentes raisons, à la fois financières et techniques aussi, surtout, parce que je crois qu'il y a beaucoup de volonté de part et d'autre, et aussi bien au sein des institutions muséales désormais que auprès des pays sources dans les universités et autres. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites ces dernières années. Alors pour revenir à votre première question qui était celle du diplôme universitaire de Nanterre, je crois que tout simplement ce diplôme s'est créé dans un contexte où on a ressenti un besoin, on a été aussi sollicité, encouragé par certains de nos collègues qui travaillaient sur ces questions depuis fort longtemps, et dans un contexte aussi où les étudiants ont
manifesté un fort désir de comprendre ces phénomènes dont on les abreuve à longueur de journée, hein, sur ces querelles qui sont parfois assez virulentes, dans un contexte où, on l'a vu ces derniers mois, qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus difficile, où il est nécessaire de dialoguer, je crois, de maintenir un dialogue qui puisse mettre autour d'une table les différentes parties. Et à la fois d'un point de vue transnational, mais aussi dans les différents secteurs qui sont concernés, c'est-à-dire les musées, les universités, le marché de l'art, les spécialistes de la documentation dans les archives, les régisseurs aussi, qui peuvent avoir un point de vue intéressant sur ces problématiques de circulation, les anthropologues, les historiens, les archéologues, etc. L'idée du diplôme a été, à la suite d'un certain nombre d'initiatives qui existaient déjà, l'INP l'avait fait déjà depuis certains temps, sur des formations spécifiques, hein, soit sur les spoliations ou bien plus récemment sur les collections extra-occidentales africaines, de proposer cette fois-ci quelque chose de plus transversal, comme ce qui commence à exister à Berne ou en Allemagne, à Berlin, etc. L'idée était de mettre à distance aussi un petit peu ces phénomènes dont on sait à chaque fois la charge symbolique forte et difficile, d'essayer de prendre du temps, en fait, surtout, puisque la formation que Nanterre propose, avec beaucoup de partenaires et d'institutions qui ont bien voulu, et je dois dire, on n'a pas eu de refus en fait dans toutes les personnes qu'on a sollicitées. Tout le monde a accepté de venir parler, de venir enseigner, ce qui n'est pas simple parce que justement ce sont aussi des dossiers en cours, parfois complexes. Et l'idée a été à la fois de faire quelque chose qui soit international du point de vue des enseignants, tout simplement, avec une complexité que je dois quand même souligner parce que faire dialoguer un professeur de droit allemand avec une collègue spécialiste des questions du Vietnam, mais aussi un archiviste sénégalais, etc., ça induit des problématiques techniques. Comment est-ce qu'on se met sur le même fuseau horaire? Voilà, des choses comme ça. Parce que c'est en grande partie en visio. Alors, c'est en grande hein. partie en ligne, c'est 230 heures qui sont en ligne, mais qui sont ensuite suivis d'une dizaine de jours en présence à Paris. L'idée, c'était de pouvoir faire venir donc des étudiants qui soient d'origine très variée et qui soient eux-mêmes, je dirais, un peu le moteur aussi de cette construction d'un projet collaboratif. Je crois que c'était vu aussi un peu dans ce sens-là, de faire travailler à la fois des professionnels de musées africains, mais aussi des marchands d'art en Suisse, mais aussi des chercheurs de provenance du ministère de l'Armée. Ça s'est fait comme ça cette année, c'est un peu un hasard, mais bon, je les cite, avec une chercheuse de Tervuren, par exemple, de l'Africa Museum. Je crois qu'en soi, c'est pas simple, mais ça permet à chacun de mieux comprendre aussi à la fois les enjeux, les contextes, les contraintes. Et je crois que pour nous, c'était extrêmement important d'arriver à montrer la complexité finalement des sujets, parce que ce soit à la fois des sujets historiques, des sujets juridiques, des sujets archivistiques, des sujets symboliques très forts, évidemment. Donc il fallait arriver à trouver différentes voies de discussion, et ça se fait justement parce qu'il y a près d'une quarantaine. En fait, moi je suis rien dans tout ça, hein, je suis simplement la personne avec d'autres qui contactent, mais voilà, il fallait trouver un moyen de faire dialoguer tous ces gens ensemble, et voilà. Donc, alors, si j'ai bien compris, il y a déjà eu une première promotion, c'est ça, oui. de février 22, c'était 3 mois. Non, alors ça dure sur un peu plus, heureusement, parce que 230 heures, c'est compliqué. On l'a voulu, en fait, pour permettre aussi à des gens qui sont aussi des professionnels, pas seulement des jeunes diplômés, donc c'est 2 jours par semaine, 1 jour et demi par semaine. Ça s'est fait entre février dernier et juillet, et puis ça recommencera à partir de janvier prochain. Donc là, il y a une deuxième promotion qui va démarrer en janvier, qui va durer... un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Les candidatures sont closes. Les candidatures se closent au 15 novembre. Voilà, donc mesdames et messieurs, pour ceux qui souhaitent suivre cette formation et acquérir un DU en recherche de provenance, il vous reste un peu moins d'une semaine pour déposer votre candidature auprès de Natacha, qui sera disponible tout à l'heure. C'est des promotions de 40 personnes, c'est ça? Beaucoup moins, 25. 25, ah oui, alors c'est très élitiste alors. Voilà. Oui, parce que l'idée, c'était de permettre aussi aux jeunes gens ou aux moins jeunes qui s'engagent de travailler ensemble. Je crois que le principe, c'est à la fois des séances de cours, mais aussi des ateliers, des visites. On n'aurait pas pu être accueillis par les institutions qui nous ont accueillis, que ce soit
soit le service historique de la Défense, que ce soit le Quai Branly ou d'autres, si on avait été un groupe de 40. Et puis surtout, l'enjeu, c'est aussi que ces gens-là puissent trouver du travail. On a dit aussi qu'il y avait une problématique financière aussi. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ça nécessite du temps et un investissement institutionnel important aussi. Alors, investissement, je sais que les universitaires n'aiment pas parler argent. Ça coûte combien cette formation ? Alors, pour s'inscrire, vous voulez dire en tant qu'étudiant ? Oui. Alors, ça dépend un petit peu du profil qui est le vôtre. Si vous êtes étudiant tout court, c'est dans les 1 000 euros. Enfin, c'est 1 000 euros tout simplement. Si vous êtes professionnel, c'est entre 2 000 et 4 000 euros selon la prise en charge ou non tout simplement de l'employeur. C'est un tarif qui est à la fois important pour la France, par rapport aux tarifs universitaires qui sont très faibles, mais qui sont très modestes par rapport à d'autres 15 000 euros d'une formation en Angleterre. Oui, ou même par rapport à d'autres formations continues en France qui existent. Pour nous, l'enjeu... C'est éligible au CPF, pardon ? Pas encore, on est en train d'y travailler. L'enjeu était pour nous, parce que je crois que c'est un sujet extrêmement important, de pouvoir intégrer des étudiants étrangers qui sont dans des situations où les pays, tout simplement, ont des PIB très, très, très faibles. Et donc, on travaille étroitement et on essaie d'avancer là-dessus pour faire financer... et évidemment, c'est un engagement politique important aussi. Et tout en maintenant une certaine indépendance du diplôme. L'avantage de l'université, c'est qu'elle n'est pas jugée partie en un sens. Elle fait intervenir des voix très différentes, mais elle n'est pas directement impliquée dans la gestion des collections. Victoire, un salarié Christie's va candidater ? C'est tentant. C'est tentant. Alors, je vais vous remettre sur le grill, vous et Judith, avec deux questions. On va revenir au marché de l'art. Premièrement, est-ce que les ventes en ligne ont diminué le niveau de précaution, de vigilance. Puisque tout est dématérialisé, ça c'est ma première question. Donc vous me direz, vous et également Judith, si les ventes en ligne ont diminué le niveau de vigilance. Et deuxièmement, sur les assurances, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais les assurances ont un pouvoir normatif de plus en plus important. Et je voudrais savoir si aujourd'hui les assureurs vous demandent soit des primes plus élevées sur des objets qui seraient sensibles, soit des indemnisations qui seraient moins élevées sur des objets qui n'auraient pas de certificat de provenance. Donc c'est très technique, mais je pense que c'est très pratique. Voilà, deux questions, puis après je vous poserai également cette question, Judith. Alors pour ce qui est des ventes en ligne, non, pas du tout. C'est exactement le même process, quel que soit l'objet qui arrive chez Christie's, il est traité de la même manière. Et même, donc je vous parlais tout à l'heure de l'ensemble de nos catalogues qui sont soumis à Art Loss Register. Donc c'est le cas effectivement également pour les ventes en ligne et également pour les ventes privées. Les biens qu'on proposerait en vente privée sont également soumis au Art Loss Register. Donc non, le niveau de vigilance est exactement le même et rien ne change. Enfin, je dirais c'est juste le format de la vente qui évolue, mais absolument pas la recherche et le souci de la traçabilité de l'objet et de nos recherches. Pour ce qui est de l'assurance, non, enfin je veux dire l'ensemble des biens sont traités là encore de la même manière et ça ne change pas que le bien soit un bien plus sensible, justement, voilà, ce qu'on parle de biens sensibles au commerce illicite, vulnérable au vol, enfin voilà, la police d'assurance elle est la même. Pas d'incidence, j'allais dire pas encore d'incidence. Vous aussi Judith, vous avez constaté qu'avec vente online, pas de diminution des précautions ? Alors, de notre expérience à la CNE, parce que c'est un travail qu'on a fait au sein de la CNE, avec un rapport qui avait été demandé par le Conseil des ventes, avec Frédéric Castin d'ailleurs. Alors je pense que pour Christie's c'est pas pareil parce que c'est une grosse maison de vente aux enchères avec des experts salariés, alors que les petites maisons de vente aux enchères font appel à des experts extérieurs. Donc pendant le Covid, ça a accéléré les ventes online et la possibilité de faire expertiser a été diminuée, mais ça c'est peut-être aussi pour faire plus de ventes online puisqu'il n'était pas possible de les faire en présentiel. Donc nous, on a constaté plutôt l'inverse, je dois dire. L'inverse, repréciser, qu'il y avait des ventes sans experts, sans experts sur les ventes online, donc voilà. Diminution des précautions.
et des précautions et aussi parfois des demandes d'expertise sur photo, alors qu'on se bat pour que ce soit pour des expertises réelles sur objet, parce qu'on ne voit pas en 3 dimensions sur une photo. Ça paraît un peu logique. Côté assurance Côté assurance, là, faudrait... Nous, on n'a pas été confrontés à ça, et en tout cas, ce n'est pas encore d'actualité. S'il y a un assureur dans la salle, peut-être qu'il interviendra tout à l'heure. Alors, on a prononcé 1 ou 2 fois le nom de Art Loss Register. Je crois qu'il y aura un intervenant tout à l'heure sur cette société anglaise. Alors, je suis un peu provocateur, mais pourquoi est-ce que d'abord il n'y a pas de société française qui ferait la même chose, et est-ce que ça ne pourrait pas être un service public? Voilà, alors je pose la question à qui veut bien y répondre. Je ne vais pas répondre. Enfin, non, je voulais aborder un peu la question. Je voulais aborder la question des liens qui existent un peu, qui pourraient exister davantage, entre le marché et nous. Alors pour notre sujet 33-45, il se trouve qu'on a, c'est intéressant, de plus en plus de questions posées par quelques maisons de vente sur des provenances, notamment Christie's, puisque vous êtes là, et l'autre grande maison, Sotheby's aussi, quelques autres maisons françaises de temps en temps. Alors évidemment, est-ce que ça devrait être un service public d'assurer la recherche pour le commerce privé? Je ne suis pas sûr, et je me tourne aussi vers ma collègue, puis il y a des conservateurs qui sont ici dans la salle. Et quand on reçoit des questions, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que certaines maisons chercheraient un peu un blanc-seing de notre part en disant c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème dans cette provenance. Ce n'est évidemment pas notre mission. Mais je crois que c'est utile que l'on puisse avoir ce type d'échange, parce qu'on a de temps en temps une question sur une œuvre qui visiblement est sur le point d'être mise en vente, et on peut éclairer en l'état, avec toute la limite aussi des archives et que j'évoquais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, et nous avons aussi besoin de poser des questions. Nous avons besoin des maisons de vente, parce que faire la provenance, c'est retracer tout le parcours d'une œuvre. Donc certaines maisons anciennes ont des archives d'avant-guerre, peuvent en avoir, et on a aussi besoin de comprendre le parcours d'une œuvre depuis la guerre. Et il arrive qu'on ait besoin de savoir qui était le vendeur dans les années 50, 70, 80, qui était l'acheteur, et on n'a souvent quand même pas beaucoup de réponses de la part des maisons de vente. Donc c'est aussi un appel que je lance, parce qu'on a besoin de retrouver les œuvres. Encore une fois, on a vraiment 2 questions. On a la question des collections, donc la recherche à faire sur les œuvres qui sont dans les musées. On a la question des futures collections, donc sur les œuvres qui sont aujourd'hui en vente, et on doit éviter évidemment d'acheter des œuvres qui posent problème. Et donc, on est quelques-uns du ministère de la Culture, il n'y a pas de conservateurs ici dans la table ronde, mais c'est leur rôle aussi que de faire la recherche, c'est le rôle du vendeur aussi. Mais il y a toutes les œuvres qui ne sont pas encore retrouvées. Et on les recherche, on peut être amené à indemniser les familles, donc on a besoin de ces échanges-là. Voilà, donc on a des questions. Il nous arrive de répondre, il nous arrive de demander aussi l'interruption d'une vente, le retrait d'une œuvre d'une vente, parce qu'il y a trop de doutes, ou parce qu'elle a été identifiée notamment par Art Loss Register. Mais voilà, donc on a encore quand même assez... Il y a de plus en plus de demandes, mais on a quand même assez peu de liens, je trouve, et en tout cas peu d'écho. Il y a encore beaucoup, donc on pourrait faire mieux. On doit réfléchir avec le Conseil des ventes aussi à des formations de commissaires-priseurs, comme on le fait pour les élèves conservateurs. Et on voit encore beaucoup de catalogues très, très légers, très lacunaires en matière de provenance et dans les échanges, y compris avec des noms parfois qui sont des noms qui doivent tous nous faire tilt, pour le dire un peu vulgairement, que ce soit des noms d'acheteurs ou des noms de vendeurs, et il n'y a pas beaucoup d'explications. Donc il y a encore beaucoup à faire, et nous on est assez ouverts à la discussion sans être le certificateur pour la maison de vente. Stéphanie Sala, je suis sûr que vous n'allez pas me répondre. Il n'y a pas de projet de créer une base de données concurrente de Art Loss Register, des objets volés à l'initiative du ministère? Vous m'entendez? Oui. Alors le ministère ne va pas se lancer dans la réalisation d'une base de données, mais il y a déjà des bases de données qui existent. Et l'année dernière, on a organisé avec le ministère de la Culture une conférence sur la lutte contre les trafics notamment, et dans le cadre européen, avec l'idée d'avoir des systèmes plus interopérationnels entre pays européens. Il y a des initiatives comme NetShare, qui sont des initiatives européennes, pour être un peu plus performants en matière de prévention du trafic. D'accord.
Alors, on m'a fait signe qu'il était temps de passer la parole à la salle. Donc, nous avons 15 minutes. Si vous souhaitez faire des réactions, je vous demanderai de faire des réactions assez courtes. Et en revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à désigner à qui adresser la question. Qui se lance pour la première question? Je sais que c'est toujours très difficile. Bonjour. Didier Rickner, la tribune de l'art. C'est une question pour David Zivie. Moi, il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est qu'on voit les musées font des recherches de provenance, ce qui est tout à fait normal. En admettant qu'ils trouvent quelque chose, il est normal qu'on essaie de restituer l'œuvre. En admettant qu'il n'y ait rien, on l'achète éventuellement. Mais s'il y a un doute, alors là, mon Dieu, prenons toutes les précautions possibles, surtout ne l'achetons pas et laissons-la partir sans problème, où on veut, où on ne pourra jamais la retrouver. Parce que c'est un peu ça. S'il y a un doute, mais qu'on ait un doute, juste un petit doute ou même une crainte, pourquoi est-ce que le musée ne l'achète pas? Et si jamais on s'aperçoit que le propriétaire a été spolié un jour, on le rendra, mais au moins on saura où il est, en France. Sinon, oh là là, mon Dieu, il y a un problème là, laissons-la partir bien loin pour qu'on puisse surtout ne jamais la retrouver et ne jamais la rendre à son propriétaire. Donc la question est pour qui, Didier? La question est pour qui? C'est pour moi. Oui, je sais que vous avez écrit ça et c'est une vraie question. Je comprends. On se pose la question de si on renonce à acheter, que devient l'œuvre. Je crois que c'est quand même un peu plus compliqué que cela. D'abord, acheter une œuvre avec un doute, on l'a beaucoup fait visiblement, et dans le public et dans le privé, ou sans aucun doute parce qu'on ne se posait pas la question. Et donc là, on est quand même dans une phase nouvelle qui a commencé un certain nombre d'années, mais que l'on évoque, c'est on se pose des questions et justement pour ne pas acheter n'importe comment, et c'est arrivé aussi, enfin, et pas qu'en France, pas partout. Ensuite, évidemment, la question du doute, elle est centrale. C'est quelle est la part de doute que l'on accepte au moment d'achat et que l'on accepte au moment de la restitution. C'est une question que se pose, beaucoup se sont posés les musées, s'est posé le ministère de la Culture, que se pose la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. On a rarement toutes les preuves possibles, et donc ça va dans les deux sens. Et on est aussi d'ailleurs dans une il y a des débats, il y a des cas qui font débat, mais dans une approche, je crois, et j'espère aussi, un peu plus libérale, en tout cas du côté restitution. On ne demande pas 100% des preuves qu'on ne peut pas exiger vu ce qui s'est passé pendant la période. Et donc la question n'est pas tellement, évidemment ça peut arriver que l'œuvre repart dans la nature, mais l'idée, c'est de pouvoir discuter avec le vendeur, de discuter avec la maison de vente, de faire intervenir des avocats aussi, des familles spoliées si on voit une œuvre qui pose problème, même si on n'est pas sûr. Et c'est vrai qu'on a une position alors plutôt précautionneuse en discutant avec les musées, en disant attention, on aurait plutôt tendance à conseiller à renoncer à acheter en cas de doute, mais on part d'une situation qui est quand même très différente. On a beaucoup de recherches à faire, donc la question c'est plutôt de savoir en effet ce que va devenir l'œuvre, d'essayer de discuter avec le vendeur, de discuter avec la maison de vente. On n'a pas nécessairement de prise, mais voilà, ce n'est pas systématique. On répond aussi qu'en l'état de nos connaissances des données, on n'est pas en mesure de se prononcer. Voilà, qu'est-ce que l'on fait? On en parle avec nos collègues du ministère des Cultures et avec les musées. Faire entrer une œuvre avec un doute qui se révèle plus tard spoliée, qu'il faudrait restituer, c'est pas non plus très, très simple. Alors on aura aussi une loi cadre permettant d'éviter d'avoir à passer par le Parlement à chaque fois qu'on voudra restituer des œuvres des collections publiques, et donc le processus sera un peu plus simple. Mais se dire qu'on peut acheter dans le doute et pour pouvoir restituer après, on en est, je résume un peu mal, mais ce que vous disiez, mais je crois que vous le disiez aussi un peu comme ça, c'est aussi assez discutable. Donc on en a conscience, c'est toujours cette question du doute, jusqu'où on va, mais on préfère quand même faire attention ici au moment de l'acquisition. Autre question, monsieur? Bonjour. Cet état des lieux a traité donc de la question des biens spoliés, de la question donc des biens issus du trafic illicite. Il y a une problématique plus nationale qui n'a pas été abordée, qui est celle de la provenance des biens issus de confiscations, soit des confiscations donc liées à la Révolution française, soit des confiscations qui ont fait suite aux lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Donc je voulais savoir si c'était une problématique qui était bien prise en compte tant par les maisons de vente que par les marchands, et si elle serait abordée dans le cadre du DU de Nanterre. Merci pour cette question qui concerne tout le monde. Donc,
Alors le DU, je ne sais pas si Corinne Herkovitch, je ne la vois pas, mais elle serait peut-être plus à même de répondre que moi sur ces questions. Sur les questions juridiques, je pense que peut-être Corinne, vous répondrez plus tard. Le DU essaie effectivement de donner une approche historique. J'ai parlé des débats qui avaient éclos dans les années 1796 autour de ces questions. Donc justement, alors évidemment, 230 heures, c'est à la fois beaucoup, mais c'est pas non plus énorme quand on veut tout traiter. Mais effectivement, ce sont des sujets qu'il faut parfois aborder. Après, je sais pas si Est-ce que ça représente beaucoup d'objets? Non. Alors, non, pas vraiment. Oui, ça en représente bien sûr, mais nous, on n'y est pas confrontés. On n'en a pas confronté tous les jours. Et quand on est confronté à une œuvre comme ça, on prend la revendication en question, on regarde si elle est fondée, et de la même manière, on va réagir en conséquence. Ah oui, notre vigilance. Alors, nos outils, ils sont les mêmes que les vôtres, je pense, c'est-à-dire, donc avant tout, ce que je vous disais, le réseau interne, les connaissances de nos experts, les recherches de traçabilité à partir des bases de données existantes, et puis, effectivement, tout ce qui a été, ce qui a été numérisé. Et effectivement, on va remonter au plus loin possible dans l'histoire d'un objet, et si possible, jusqu'au moment de son origine première. Mais en se basant, là encore, sur nos collègues en interne et un réseau extérieur quand on a besoin d'un appui d'un comité ou d'un expert plus spécifique que nous n'aurions pas en interne chez Christie's. Merci en tout cas d'avoir soulevé ce sujet, qu'on essaiera de mettre à l'ordre du jour d'une prochaine conférence de ce type. Autre question? Madame, au 4e rang, 5e rang. Merci, je m'appelle Nathalie Neumann, je suis chercheuse de provenance franco-allemande. Je souhaite donner raison au monsieur par rapport à la demande, mais dans un autre sens, par rapport à des œuvres qui circulent sur le marché. En Allemagne, les lois sont un peu différentes, c'est-à-dire il n'y a pas cette ordonnance en 1945, mais 2 lois qui donnent droit à un propriétaire après 30 ans de possession. Il entre donc dans en tant que propriétaire de l'objet. Et comme vous le savez peut-être, il y avait un grand vol en 1945 de plusieurs centaines d'œuvres d'art qui étaient dans le bunker, qui circulent, donc 700 œuvres qui circulent aujourd'hui dans les mains privées et parfois dans les collections publiques. Et il y a la possibilité, donc, par mesure officielle, politique, légale, d'arrêter une vente en négociant et avec la maison d'enchères et puis le propriétaire. Ça s'est fait plusieurs fois en Allemagne. Et ça ressemble à une saisie, mais c'est une sorte de mise en attente. À l'époque, la recherche de provenance a été confiée donc à la Kunstverwaltung des Bundes, donc la collection d'art qui a une équipe de chercheurs de provenance. Et puis il y a bien sûr aussi la possibilité de saisie par Interpol. Par contre, là, c'est une petite question à Madame Salah. Par rapport à la coopération des différentes sections d'Interpol en Europe, donc par exemple, comment ça s'est fait qu'une peinture de la collection Schloss saisie en France, vendue spoliée, qu'il y avait ce beau portrait qui est passé quand même en vente au Dorotherium, je crois, il y a 3 ans, malgré le fait que la famille a essayé de récupérer l'œuvre. Et j'ai une dernière question à Madame Pernac. Je félicite pour ce diplôme intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi il est payant. Ça, c'est facile. On va demander au gouvernement allemand de le financer, alors. Sur les saisines en cas de vente d'objets illicites, donc nous sommes une des premières fenêtres d'appel en fait, des pays qui nous font passer des demandes lorsqu'ils voient des ventes qu'ils estiment illégitimes. Donc nous, on est là pour faire un petit peu la courroie de transmission. On reçoit par des formes de notes verbales des demandes de pays qu'on fait passer ensuite à l'OCBC, au ministère de la Culture, enfin tous les services et ministères qui sont concernés et qui instruisent les demandes quand elles sont
bien documenté. Donc voilà ce qu'on fait au ministère en matière de lutte contre les trafics. Natacha, vous voulez répondre? Oui, sur le caractère, pas lucratif du diplôme, parce que le principe d'un diplôme universitaire, c'est d'être à l'équilibre. C'est ce qu'on cherche, sinon effectivement on inscrirait 150 personnes dedans, ça rapporterait beaucoup à l'université, mais pédagogiquement ce serait sans doute moins fructueux, tout simplement parce que le travail a un coût et que quand on emploie des gens, on est censé les payer. Alors je le précise, ils sont mal payés, ça c'est assez commun à l'université, et souvent beaucoup d'entre eux travaillent en plus, voilà, donc, et certains travaillent en plus pour la direction des mémoires, les soutenances, qui sont des choses qui sont pas tout à fait non plus valorisées à l'université, qui ne sont pas payées. Donc voilà, c'est un coût, dans toutes les formations, c'est rare, les formations gratuites qui permettent aussi de faire venir des gens. Voilà. Si je fais un calcul rapide, c'est un budget de l'ordre de 40 000 euros, 2 000 euros fois 20 personnes. À peu près, oui. Plus, voilà, il y a des coûts administratifs de gestion, parce qu'il y a des secrétaires qui gèrent des dossiers d'inscription, des choses comme ça. Voilà. Donc, mais c'est un coût quasiment à l'équilibre. Et c'était d'ailleurs ce qui nous avait été demandé, c'est-à-dire que le diplôme n'aurait pas pu se faire si on n'arrivait pas à l'équilibre. Autre question ? Madame, à l'avant-dernière. Bonjour, merci. Alors moi j'avais une question pas forcément dirigée vers une personne, c'est plus une demande d'un avis général. Quand on entend un peu toutes les recherches et ce qu'il faut faire en question de traçabilité et de provenance, c'est un peu de l'investigation en fait. Et du coup, je voulais vous demander votre avis. Est-ce qu'on ne pourrait pas diversifier un petit peu le recours à différents profils, notamment, étant donné, moi je suis enquêteur privé et je suis passionnée et spécialisée dans le marché de l'art. Et du coup, je voulais savoir, j'ai des confrères qui sont aussi généalogistes, et du coup, pour retrouver peut-être des propriétaires, des héritiers, on pourrait faire appel à des profils comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que c'est possible dans le marché de l'art de faire appel à des profils d'enquêteurs privés, des professionnels de l'investigation ? Alors, nous, de notre côté, je vais vous répondre, ça se fait déjà. Enfin, on travaille quand c'est nécessaire avec des cabinets de généalogistes, effectivement, et c'est ce que je vous disais, le réseau interne et le réseau externe. Ça représente, nous, la recherche de provenance, c'est des ressources considérables pour nous et pour une maison de vente comme la nôtre, c'est le plus gros pôle, si j'ose dire, et on ne néglige rien de ce côté-là, et effectivement, on fait appel aux différents cabinets de généalogistes et des gens comme vous, si nécessaire, dans certains cas. Quelqu'un d'autre veut répondre? David Zivi? Oui, alors on parle de formation. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Et donc, il y a des profils assez variés. Donc, on peut venir à la recherche de provenance par différentes routes. Néanmoins, l'équipe au ministère de la Culture, l'équipe dans les musées, les chercheurs indépendants qui travaillent avec nous, voilà, on sont au carrefour de l'histoire de l'art, de l'histoire et de la connaissance de la période, aussi du monde des archives également. Donc, je pense que beaucoup de gens peuvent y venir avec, en apportant une spécialité, en se formant aussi aujourd'hui. Et côté généalogie, simplement un mot pour rappeler que d'une part, c'est le travail aussi de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation que de faire la recherche des familles, des ayants droit, ou à côté, compléter l'arbre généalogique que peuvent apporter certains requérants, comme on les appelle. Et puis, le ministère de la Culture a travaillé avec des généalogistes, avec les généalogistes de France, qui est le syndicat des généalogistes, pour essayer de trouver un certain nombre d'ayants droit à qui on va restituer des œuvres. Donc voilà, donc il y a des, jusqu'à présent en tout cas, il n'y a pas encore non plus, il n'y a eu qu'une seule promotion et on n'est peut-être pas chercheur de provenance d'un coup en 6 mois, mais il y a des formations et il y a des routes diverses avec quand même des prérequis importants voilà, entre l'histoire, le droit, l'histoire de l'art. Dernière question, monsieur. Je vous en prie. Et puis madame pour terminer. Il y aura la possibilité de poser des questions lors de la table ronde suivante. Oui, je voulais juste recadrer un petit peu
le débat pour les professionnels. Donc je vais plutôt côté commissaire-priseur, maison de vente et marchand. Il faut quand même recaler. Je vois qu'on a beaucoup parlé du temps et d'argent qui manquent partout. On voit que les institutions n'ont pas les moyens de faire les inventaires de leurs propres objets. Alors vous imaginez, le professionnel, pour les marchands et pour les maisons de vente, on est confronté à un nombre considérable d'objets. Alors, peut-être que tout le monde imagine ici qu'on ne vend que des trésors, et évidemment, ce dont les médias se font l'écho. Mais tout le reste du temps, on voit des objets petits, moyens, dans tous les cadres possibles. C'est des personnes qui veulent vendre, mais c'est aussi des personnes qui déménagent, des personnes qui divorcent, des personnes qui meurent. Bon, on voit des objets dans tous les contextes possibles, et une partie de ces objets arrive à la vente. Et en réalité, il est impossible de faire des recherches sur tous les objets. Il faut bien être conscient quand même. Donc, il est évident que plus l'objet est important, plus on va chercher. Mais c'est ça la démarche. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Alors, évidemment, dans l'idéal, et là on a parlé beaucoup des spoliés, je rejoins la question de mon voisin tout à l'heure, on aimerait bien, dans l'idéal, pour un professionnel du marché de l'art, avoir un guichet unique qui permettrait d'avoir l'accès aux bases, d'avoir une possibilité, si on a une marque de garde-meubles royale, de pouvoir interroger le mobilier national. Mais je vous assure que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas simple du tout. Le dialogue, on aimerait bien qu'il soit beaucoup plus fructueux, et ce n'est pas forcément pour avoir un blanc-seing, c'est juste pour avoir l'information. Et évidemment, pour tout le monde, toutes les bases importantes, le Loss Register, dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est plus simple, parce que tout le monde va chercher. Mais il y a tout le reste. Et le reste, il faudrait demander à Alexandre Giquelot, je ne sais pas combien d'objets passent à Drouot dans une année. Rien qu'à Drouot. Merci de cette réaction très pratico-pratique. Est-ce que, pardon, juste pour réagir, c'est vrai, on en a conscience. On a du mal à faire la recherche déjà sur l'ensemble des œuvres des collections et dans les collections publiques. Néanmoins, j'évoquais les quelques questions que nous avons. On en a quand même très peu. Hein. Globalement, on a très peu de liens avec le marché, les maisons de vente. Encore une fois, c'est peut-être pas complètement notre rôle, mais on peut réfléchir et on peut regarder, on peut tenter d'aider, d'éclairer. Donc, je pense qu'il y a de la marge entre la difficulté que vous rappelez et qui est réelle et le fait pardon, il y a de la marge entre ne rien pouvoir faire et vérifier la totalité. Et donc, je pense qu'il y a quand même une grosse marge de progrès. Et par ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas que des œuvres qui valent beaucoup, qui sont importantes. Et je suis bien d'accord. Et en tout cas, dans la part qui me revient, les biens spoliés pendant la période nazie, il y a quelques grandes œuvres très importantes. Il y en a un certain nombre et qui font l'actualité. Mais il y a énormément d'œuvres qui parfois, qui n'ont pas beaucoup de valeur aujourd'hui, qui n'en avaient pas nécessairement beaucoup à l'époque, mais qui ont été volées, qui sont sur le marché aussi, qui parfois ne trouvent même pas vendeur, mais qui se retrouvent aussi dans les maisons. Donc on a aussi besoin de faire ces recherches-là, parce que ce sont des œuvres volées, ce sont des œuvres qui ont appartenu à des gens qui ont été prises, volées, parce qu'on voulait faire disparaître ces personnes-là. Donc ça fait partie des recherches que l'on doit faire. Et donc je pense qu'on a de la marge, et moi, je vous dirais si un jour on est enseveli sous les questions, mais ce n'est pas encore le cas, donc posez-nous aussi quelques questions. Alors, on va garder les questions pour la deuxième table ronde. Non, j'ai encore une question. Parfait, merci Monsieur Quentin. Madame. Bonjour, j'avais une question pour Madame Victoire Gineste, justement en lien avec le dialogue entre chercheurs et marché de l'art et maisons de vente. Vous avez évoqué les archives que les experts de Christie's peuvent aller exploiter à l'extérieur. Mais du coup, qu'en est-il en sens inverse? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut consulter, en faisant des recherches de provenance sur des MNR par exemple, dans quelle mesure on peut consulter les archives de Christie's? Merci. Excellente question, merci.
croyais qu'il était l'heure. Non. On a un intermédiaire. Enfin, voilà. Évidemment, on ne va pas divulguer la nature du vendeur ou de l'acheteur. Hein. Ça, c'est aussi l'importance des maisons de vente. Maintenant, tous nos catalogues sont publiés avec la traçabilité des objets. Donc ça, nos catalogues, ils sont consultables. Si vous nous appelez parce que vous cherchez un vieux catalogue, on a des archives de Christie's à Londres où on a la totalité de nos catalogues de vente depuis l'origine de Christie's. Donc ça aussi, on peut tout à fait rechercher pour vous des catalogues qui ne seraient pas faciles à trouver, voire impossibles à retrouver. Donc ça, évidemment, on vous y donnera accès. Pour le reste, vous le savez, hein, et c'est pareil pour toutes les maisons de vente, on est un intermédiaire qui se doit de garder l'anonymat du vendeur et de l'acheteur. Voilà. Merci beaucoup, Victoire. Et on a posé parfois cette question, alors sur des ventes un peu plus anciennes, des années 50-60, on a un peu cette réponse-là, alors que même qu'on reçoit pas mal de questions auxquelles on essaie de répondre. Il est arrivé que certains de vos collègues nous donnent des noms d'acheteurs ou vendeurs, pas tout récents. Les années 50-60, c'est une étape, mais c'est vrai que c'est un point important et c'est un point problématique aussi, au-delà des procès-verbaux de vente qui eux, sont consultables après 75 ans. Mais ça reste une difficulté et donc je rejoins aussi évidemment la question, parce qu'on a besoin de comprendre où sont les œuvres et par qui elles sont passées. Bon, vous avez entendu la demande, Victoire. Alexandre Gichello disait tout à l'heure qu'on est à un moment charnière. Je crois effectivement que nous sommes à un moment charnière sur la provenance, à la fois sur les objets spoliés, sur les objets, on va dire, coloniaux, sur le trafic d'objets archéologiques. Et je pense que ce colloque d'aujourd'hui montre toute l'utilité de l'écosystème qui est en train de se mettre en place. J'ai retenu beaucoup d'interventions de qualité. Merci aux différents intervenants et je voudrais qu'on les félicite parce qu'ils ont pris l'effort de venir.